Les matins de France Culture, Guillaume Erner. La semaine dernière, en France, 500 personnes ont reçu le vaccin anti-Covid-19 contre 200 000 en Allemagne. Certains dénoncent un fiasco de la stratégie vaccinale du gouvernement. Jean Rottner, par exemple, président de la région Grand Est, où la situation épidémique est particulièrement alarmante, a dénoncé hier, je le cite, un scandale d'État. Alors, comment expliquer la lenteur au démarrage de cette campagne de vaccination? Pour en parler, je suis en compagnie d'André Grimaldi. Bonjour, André Bonjour. Grimaldi, vous êtes professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Votre regard sur cette campagne de vaccination, et puis je vais vous laisser la qualifier d'ailleurs. Écoutez, là, on est obligé de constater un raté. C'est un démarrage qui est complètement à côté de la plaque. Le principe qui a initié était juste. Il faut vacciner les personnes à risque, celles qui ont un risque d'aller en réanimation, de décéder. Donc les personnes d'abord de plus de 75 ans ou ayant des facteurs de risque importants comme l'obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Donc ça, c'était juste. Simplement, après, on s'est donné des conditions de prudence. Il faut aller dans les EHPAD. Mais dans les EHPAD, les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc il faut qu'on amène un produit qui doit être gardé à moins 80 degrés, donc une logistique complexe. Dans les EHPAD, il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de fonction cognitive, donc être sûr de leur adhésion, les personnes qui les entourent, qui donnent leur accord. Bon. Donc on s'est mis dans des conditions de prudence incroyables. Et on n'a pas fait de vacciner les gens de plus de 75 ans qui pouvaient, eux, se déplacer, qui sont chez eux et qui pourraient aller dans des centres de vaccination. Oui, mais alors, ce que l'on rétorque à cette critique, cela consiste à dire que dans les EHPAD, on a justement la faculté d'emmener des vaccins qui imposent des conditions de transport compliquées du fait de la chaîne du froid et qu'il est justement plus simple de vacciner en masse ou une quantité de personnes dans des établissements qui rassemblent naturellement ces populations vulnérables. Oui, mais parallèlement, on pouvait avoir des centres où les gens peuvent se déplacer, parce que déplacer le vaccin dans les EHPAD, c'est pas si simple. Il faut qu'il y ait pas plus de 5 jours, donc le nombre, faut qu'il y ait un médecin généraliste qui donc soit venu pour pas plus de 5 jours, ce sont les conditions de conservation. De conservation. Donc, c'est-à-dire une fois, il faut l'expliquer aux auditeurs, une fois qu'on l'a sorti voilà, du super congélateur, on a 5 jours. Et puis lorsqu'on sort d'ampoule, on a 6 heures pour vacciner 5 personnes. Donc tout ça nécessite une organisation, et on sait la sous-médicalisation des EHPAD, qui est une critique ancienne. Toutes les EHPAD n'ont pas leur médecin généraliste. Bon, on a en plus, les infirmières peuvent vacciner. Et puis, ça n'empêchait pas de faire parallèlement des centres, comme on a fait en Allemagne, où les personnes qui vivent chez elles, qui peuvent se déplacer, ils vont sans avoir besoin d'avoir vu un généraliste. Il suffit d'avoir un questionnaire sur vous n'êtes pas allergique, vous n'avez pas telle contre-indication. Et puis une infirmière, un pharmacien, un médecin peuvent vous vacciner. Donc on a pris une espèce de prudence incroyable. Puis il y avait le traumatisme de H1N1. Alors justement, puisque vous en parlez, j'ai ressorti les chiffres, puisque je me suis dit que finalement, une vaccination de masse en France, on l'avait déjà connue, c'était celle contre la grippe H1N1. Donc ça a commencé en 2009. Et alors, au 1er juin 2010, il y avait eu 5,36 millions de personnes vaccinées en France, soit 8,5% de la population, alors que le Canada, par exemple, avait vacciné entre un tiers et 45% de sa population, la Suède 64% de sa population, les États-Unis 23%. Et alors ça, c'est quand même étonnant, professeur, parce que les États-Unis sont considérés comme ayant un système médical, comment dirais-je, perfectible. Et cependant, pour la campagne de vaccination contre la grippe H1N1, ils ont vacciné plus de 3 fois ce que la France a réussi à vacciner. Qu'est-ce qui n'allait pas à cette époque-là? À cette époque-là, on a dit on va avoir une pandémie très très grave. Et donc, il faut organiser le système en mobilisant, y compris l'armée, et en mobilisant des centres de vaccination en dehors du système de soins. Casernes de pompiers, préaux, etc. L'épidémie, on ne l'a pas vécue. On a eu peu de choses par rapport à ce qui était attendu. 2, on a eu le sentiment de court-circuiter le système de santé, alors que
la conservation de ce vaccin ne nécessitait pas une logistique pareille. On n'avait C'était un pas la vaccin chaîne du froid. classique. C'était un vaccin classique. Donc, moi, je me rappelle très bien dans mon service, alors que chaque année, je vaccinais des patients diabétiques qui me ramenaient leur vaccin pour que je vaccine à leur consultation, je ne pouvais plus le faire. Il fallait un traçage. Il n'y avait plus qu'un seul endroit, la Pitié-Salpêtrière, où on pouvait vacciner. Bon, là encore, on a créé... Alors, du coup, on a le sentiment qu'on a court-circuité le système de santé. Les médecins généralistes étaient furieux, les pharmaciens furieux. Et on s'est dit cette fois-ci de ne pas refaire la même chose qu'H1N1. Parce Mais les qu'on avait conditions fait sont des toutes différentes. vaccinodromes. On avait fait des vaccinodromes à l'époque. Ouais. Ça avait fonctionné ou pas? Ben, très mal, parce que je me rappelle des internes qui étaient réquisitionnés, qu'on envoyait d'une caserne de pompiers, qui attendaient que les patients viennent, et les patients ne venaient pas. Donc, enfin, les personnes, ce n'est pas des patients, ne venaient pas. Donc, à l'époque, il faut bien se dire, on n'avait pas les contraintes logistiques, la chaîne du froid. 2, on n'a pas eu l'épidémie. Là, en France, on a 65 000 morts. Bon. Donc, on a une urgence. Oui, mais On à a- l'époque, on était quand même très inquiets. Moi, je me souviens d'avoir accompagné un petit garçon pour se faire vacciner. Et à l'époque, c'était compliqué. La communication était perfectible. Le fait de savoir s'il fallait une dose ou 2 doses était quelque chose que l'on ne savait pas précisément. Enfin, je parle du grand public. Bref, les choses n'étaient pas absolument idéales en matière d'organisation de la vaccination. Oui, absolument. À l'époque, on ne comprenait pas pourquoi ce vaccin, qui était un vaccin classique, on ne pouvait pas se vacciner comme d'habitude. D'ailleurs, on avait mis, y compris, il fallait un traçage, il fallait des conditions très particulières. Donc, on s'était à nous-mêmes mis des entraves pour pouvoir vacciner en masse. Mais alors, la classe politique, puisque il y avait eu une commission d'enquête suite à cette campagne de vaccination qui avait été jugée, là aussi je vais utiliser un euphémisme perfectible, elle était présidée par Jean-Christophe Lagarde et Jean-Christophe Lagarde dit il aurait fallu réduire la voilure quand on s'est rendu compte fin mai que le virus était beaucoup moins mortel que ce que l'on craignait initialement. Il a raison ou il a tort? Je ne rentrerai pas dans ce débat. Moi, je comprends très bien que Mme Bachelot et le gouvernement à l'époque on mise sur le pire. Voilà, donc Donc, vous y on prend rentrez dans le énormément débat. de moyens. Le problème ensuite, c'est pour distribuer ces moyens, on a eu un côté un peu ridicule, quoi. Au lieu d'utiliser le système de santé avec un vaccin qui n'était pas différent, on s'est mis complètement à côté en créant, par l'armée, par les vaccinodromes, un système parallèle. Bon, aujourd'hui, par contre, on a une contrainte avec ce vaccin-là, mais avec les autres vaccins, on pourra revenir. Avec le vaccin d'AstraZeneca, qui ne nécessite pas les mêmes contraintes, on pourra revenir à une vaccination de proximité chez les pharmaciens, chez les infirmières, et vacciner en masse. Alors, ce que vous êtes en train de dire, professeur, c'est que finalement, l'obstacle principal à ce que cette campagne de vaccination démarre, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'elle n'a pas démarré, c'est la spécificité de ce vaccin qui doit être conservé à très basse température. Parce que, par exemple, si on prend la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière, on l'a réussi, je crois, chaque année en France. Alors, on l'a réussi. On a l'obstacle des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Bon, mais en pratique, et on a d'ailleurs permis aux pharmaciens de vacciner, aux infirmières de vacciner, ce qui est une très bonne chose. Hein. Cette année, on manquait de doses. Bon, Voilà. apparemment, il n'y a pas de grippe saisonnière, mais les gens qui voulaient se faire vacciner contre la grippe n'y arrivaient pas forcément parce que le pharmacien leur disait qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de Il dose. n'y avait pas de dose. Donc là, on a manqué de doses. Mais il y a eu un progrès sur le taux de vaccination. Bon, là, c'est un autre problème. C'est les gens qui sont réticents à la vaccination. Là, la difficulté, c'est qu'on a un vaccin, le Sud Pfizer, qui nécessite moins 80 degrés, donc une logistique particulière. Or, on a pris la logistique pratiquement de la grippe habituelle, et avec un vaccin qui n'est pas du tout de même nature. Oui, mais alors le problème, c'est que d'autres pays y parviennent. Alors, le pays qui est cité en exemple actuellement à ce sujet, c'est Israël, tout simplement parce que la campagne qui est faite là-bas a aujourd'hui, semble-t-il, vacciné pratiquement la moitié des plus de 60 ans. Donc c'est un petit pays, Israël, mais il a réussi à faire une campagne de vaccination extrêmement accélérée. Pourquoi Israël parvient à faire ce que la France ne parvient pas aujourd'hui à faire? Vous pouvez la bonne question, on a une espèce de... Avec le même vaccin. Hein, Oui, mais une espèce de prudence
qui est, il ne faut pas, attention, les anti-vaccins, les gens hésitants, donc il ne faut pas montrer qu'on est très motivé, il faut apparaître soi-même très prudent. Donc il y a une espèce d'osmose de la prudence de la population avec celle des décideurs du gouvernement. Et puis ensuite, on dit, il ne faut pas contourner le système de soins. Oui, mais le généraliste dans son cabinet, le moins 80 degrés, donc ça devient très compliqué pour lui. Donc il faut des centres. Alors les centres peuvent être divers, peuvent être hospitaliers, mais enfin il faut des centres spécialisés avec des médecins généralistes, avec des pharmaciens, très bien, mais des centres qui sont dédiés à la vaccination et où les gens peuvent se déplacer et venir nombreux. Donc on a démarré à côté de la plaque, quoi. Professeur, qu'est-ce que l'on est en droit d'attendre de la vaccination? Qu'est-ce qu'il faut en attendre et qu'est-ce qui est aujourd'hui hors d'atteinte par ce procédé? Est-ce que si l'on vaccine vite, on aura une fin de l'épidémie ou est-ce qu'il s'agit uniquement, enfin, c'est énorme, mais c'est plus limité, de protéger les populations les plus vulnérables? Dans un premier temps, il s'agit de protéger les populations les plus vulnérables. Au fond, cette maladie, elle a une particularité, c'est que c'est une maladie bénigne pour les gens qu'elle ne tue pas. Donc il s'agit d'abord que les gens n'aient pas de maladies symptomatiques qui les amènent en réanimation et avec un taux de décès qui est celui qu'on connaît, quoi, qui à chaque vague, il y a plus de 30 000 décès, quoi. Donc il faut qu'on arrête ça, avec les conséquences économiques et sociales. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, est-ce qu'on aura une immunité collective suffisante? Est-ce qu'on peut espérer la disparition de ce virus? Est-ce qu'il y aura des mutations, comme on en connaît en Angleterre, mais pour le moment sensibles au vaccin? Là, on n'en sait rien pour le moment. Mais alors, l'urgence, justement, il y a une parce urgence que actuelle. L'immunité collective, on la situe entre 60 et 80%. Oui, c'est ce que disent les spécialistes, que je ne suis pas. Alors, ce qui veut dire qu'il faudrait sommer à la fois les personnes qui ont déjà eu le Covid-19 et les personnes qui ont été vaccinées contre cette maladie. Si on considère qu'il y a 15% des Français qui ont déjà été atteints par le Covid-19, il va falloir vacciner désormais un peu plus de 60% de la population française avant d'avoir cette immunité collective. Voilà, alors ça, c'est donc un défi majeur. Pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, il s'agit de diminuer l'arrivée dans les réanimations et le taux de décès. Et de pouvoir avoir une activité. Alors, ça veut dire continuer les mesures barrières. Alors, pour dire on arrête, c'est fini, on a gagné la partie, il faudra ce que vous faites. Alors, à ce moment-là, on verra quelles seront les décisions politiques à prendre. Mais pour le moment, il n'est pas question de dire que c'est obligatoire. Donc, pour le moment, il s'agit de cibler les personnes à risque. Alors, donc, on a démarré... Mais alors, si on considère qu'il faut cibler les personnes à risque, les EHPAD étaient un lieu adéquat. Pour le reste, on a décidé donc d'étendre la vaccination aux soignants de plus de 50 ans. Ils sont à risque? Ils sont très exposés. Il y a les soignants donc avec le facteur d'âge 50 ans. On va commencer par même les plus vieux. Et puis progressivement, on avance. Alors après, ça peut être tous les soignants, mais il y a aussi des soignants qui ont des comorbidités. Il y a aussi des soignants qui ont du surpoids. Il y a aussi des soignants qui sont diabétiques. Bon, donc il y a des soignants qui sont des femmes et des hommes et qui ont des. Mais le fait d'étendre cette vaccination aux soignants de plus de 50 ans, est-ce que la stratégie vous paraît bonne dans un contexte où, semble-t-il, c'est la rareté qui prévaut? Ça me paraît bien, avec la priorité qui est en fait, pour moi, les personnes de plus de 75 ans qui sont mobiles, qui peuvent se déplacer et qui sont en ville. Parce que si on regarde, en gros, quelles sont les personnes qui meurent? C'est les personnes âgées, dont une partie sont dans les EHPAD et l'autre partie sont à domicile. Or, ceux qui sont à domicile, beaucoup peuvent aller dans un centre se faire vacciner. Donc, pour le moment, on les a mis en deuxième ligne. On a mis les soignants... c'est compréhensible, ils sont de plus de 50 ans, qui ont un risque, qui ont déjà été victimes beaucoup de Covid.
soient soignés, Et alors, soient vaccinés. pour les personnes âgées, puisque effectivement, il y a aussi beaucoup de remarques à ce sujet, les personnes âgées qui aujourd'hui sont à domicile, qui sont plus ou moins valides, parce que déplacer des personnes âgées, ça n'est pas forcément quelque chose d'aisé. Qu'est-ce que l'on peut imaginer si l'on en reste avec un vaccin qui a de telles difficultés de conservation et de transport? Parce qu'il y a aussi peut-être d'autres vaccins, le vaccin qui de vont arriver, Moderna, celui d'AstraZeneca, enfin bref, les autres vaccins qui aujourd'hui sont utilisés à la surface de la planète et qui sont plus simples d'emploi, professeur Grimaldi. Oui, bah, c'est ça. Et après, ce sera une vaccination de proximité avec ces vaccins qui vont arriver, parce qu'une série de vaccins vont arriver plus simples d'emploi. Non, la vraie question qu'on a à se poser quand même, c'est qu'on a raté beaucoup de choses. On a raté les masques et on a tenu un discours sur les masques qui était encore moins justifiable. On a un peu cafouillé sur les tests quand même. Allez vous faire tester, et puis on avait le résultat une semaine après. On n'a jamais réussi l'isolement vraiment. Et là, ça apparaît quand même comme un paradoxe, quoi. On réussit à rater le début de la vaccination. Alors, je pense on va récupérer ça. Il faut quand même analyser qu'est-ce qui dysfonctionne dans notre système de santé et notre système de décision politique pour qu'on en arrive à cette situation-là. Donc ça, c'est un vrai souci, alors qui remonte à loin. C'est que la santé publique en France a été très longtemps marginalisée. Ce qui explique d'ailleurs que le président de la République se crée un conseil scientifique à sa main. Et ce n'est pas les agences qui À sa sont... main, c'est-à-dire C'est-à-dire que ce conseil scientifique n'a pas été créé par les agences qui ont été constituées pour justement faire face aux situations de crise. Santé publique France, c'est une agence dont c'est le travail. Professeur Grimaldi, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Je rappelle que vous êtes professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière. Vous serez rejoint par Jocelyn Rode. Il est enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'École des hautes études en santé publique et il est spécialiste en prévention des maladies infectieuses. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Le ministre français de la Santé, Olivier Véran, a promis ce matin d'amplifier, d'accélérer et de simplifier, je cite, la campagne de vaccination contre le coronavirus en l'ouvrant dans un premier temps aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans. Olivier Véran, qui était interrogé chez nos confrères d'RTL, a en outre promis que 300 centres de vaccination seraient opérationnels dès la semaine prochaine. Le rythme de croisière de la vaccination va rejoindre celui de nos voisins, a-t-il promis. Pour en parler, nous accueillons en duplex Jocelyn Rode. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'École des hautes études en santé publique et spécialiste en prévention des maladies infectieuses. Et nous sommes en compagnie du professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière, André Grimaldi. André Grimaldi, vous évoquiez les causes structurelles de ce retard, expliquant que le sous-investissement, l'organisation de l'hôpital public en France pouvait expliquer la grande lenteur de ce début de campagne de vaccination. Pourquoi pensez-vous cela ? Écoutez, historiquement, on a construit un système de santé autour des maladies aiguës bénignes en ville, un système curatif, et puis des soins techniques complexes à l'hôpital. On a même été jusqu'à dire hôpital entreprise. Et notre système, depuis très longtemps, est très défaillant en matière de prévention, en matière de sécurité sanitaire, et on a eu une série de scandales qui expliquent aussi la défiance actuelle, depuis le sang contaminé, etc. Prévention, ça veut dire quoi ? Vous pensez à quel type de maladie, à quel type de lacunes de notre système de santé ? Typiquement les vaccinations, si on prend ça, mais aussi toute la médecine environnementale. On a été très mauvais sur le tabagisme, là, enfin, on fait des progrès. On a sur l'alcool, sur les maladies évitables grâce à des comportements, la France est dans les dernières d'Europe. On est très mal situé. Alors que pour la mortalité évitable grâce à un système de soins, pour les maladies aiguës, on est par contre encore très performant. Si on prend les greffes d'organes, par exemple, on a un système qui est très performant, et d'ailleurs on n'en parle pas, parce qu'il y a une prouesse technique. Donc, regardez, avant cette épidémie qui a surpris tout le monde, il y a eu une épidémie qui était programmée, attendue, pas plus grave que les autres années, l'épidémie de bronchiolite des nourrissons. Il y a donc novembre l'an dernier. Le système en Île-de-France a été complètement débordé
des dizaines de nourrissons ont été envoyés à plus de 200 km de Paris, en ambulance réanimatoire, SMUR, faute de lits et de personnel. Donc ça, c'était quand même une alerte majeure. On n'arrivait pas à faire face à l'épidémie de bronchiolite habituelle. Donc, on n'en a pas tiré les leçons parce qu'on était dans hôpital. C'était l'épidémie habituelle. Il n'y avait pas plus de nourrissons. Mais il n'y avait pas plus cette année-là. Or, des dizaines de nourrissons, pour la première fois, ont dû être transférés. Donc, la réanimation pédiatrique a été débordée. Donc, ça donnait un symptôme de l'état des hôpitaux en France. Et on a un grand retard dans la construction d'une médecine de proximité, d'un service où on travaille en collaboration, où on peut faire face aux urgences. On a la crise des urgences qui est aussi symptomatique de nos difficultés en santé publique. En matière de vaccination, est-ce qu'on est mauvais? Je parle de vaccination évidemment habituelle, professeur Grimaldi. Est-ce que vous pensez que la France, du fait de son scepticisme pour une partie des Français, du fait de l'organisation de son système de soins, pourrait mieux faire en matière de vaccins? Ah ben oui, on est très mauvais. On n'est pas mauvais, on est très mauvais. Alors, il y a eu un progrès grâce aux 11 vaccins obligatoires. Mais prenez la vaccination pour le papillomavirus, qui est responsable notamment des cancers du col de l'utérus. 3000 cancers par an, 1000 décès par an. Il y a un vaccin efficace, sûr. En France, on a moins de 20% de vaccination quand il y a 80% en Angleterre. De ce point de vue-là, le comportement de l'Angleterre est incomparable par rapport à celui de la France. Alors, il y a plein de raisons, et notamment... Parce que pourtant, le système de santé anglais n'est généralement pas considéré comme étant un système de santé parfait. Ah, non, il n'est pas parfait parce que lui, il est sous-financé. Mais il a une organisation d'un système public où les gens travaillent en collaboration. En France, on est très en retard pour créer un système de proximité où il y a des équipes de soins. Alors, ça existe dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, dans les centres de santé, mais c'est encore que 15%, 20% de notre système de santé. Donc, les Anglais, de ce point de vue-là, ont un travail en groupe. Alors, eux, par contre, la population se plaint parce qu'on ne finance pas assez le système de santé anglais. Eux dépensent 9% de leur produit intérieur brut pour la santé, quand nous, on dépense 11,2%. Mais ils ont un système plus efficient et en termes de santé publique, meilleur que le nôtre. Et nous sommes également en duplex avec Jocelyn Rode. Jocelyn Rode, vous êtes chercheur en psychologie sociale. Votre regard sur la lenteur de cette campagne de vaccination? Oui, alors je crois qu'il faut prendre un élément en compte qui est extrêmement important dans le démarrage, qui peut être marqué vraiment par une certaine prudence, voire certains disent une certaine frilosité. C'est le fait qu'en France, on a quand même une des populations dans le monde développé, en tout cas, qui est parmi les plus défiantes vis-à-vis de la vaccination, et que par ailleurs, on a probablement des autorités ou des institutions sanitaires qui ont un peu été traumatisées en fait par l'échec de la campagne de 2009-2010, qui est en fait un moment très important sur le plan historique où on a vu un basculement de l'attitude des Français vis-à-vis de la vaccination. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais les Français ont été très longtemps un pays parmi les plus pro-vaccins au monde. On avait un énorme consensus à la fois social, culturel et politique autour de l'importance et la nécessité de la vaccination. On avait par exemple dans les enquêtes qui étaient faites au cours des années 2000, plus de 90% des Français, ça paraît incroyable aujourd'hui de le dire, 90% des Français qui étaient très favorables ou très favorables à la vaccination. Et on a vu en 2009 et 2010 en fait un retournement des Français sur la question vaccinale qui est devenu en fait de plus en plus empreinte de défiance pour différentes raisons liées en fait à des controverses qui ont émergé pendant cette campagne, mais aussi à l'émergence des réseaux sociaux numériques dans le débat public sur ces questions-là et de nombreux autres facteurs. Donc cette situation vaccinale, justement, expliquez-nous, Jocelyn Rode, le basculement, parce que on parle du pays de Pasteur, on parle aussi du pays de Voltaire, mais bon, bref, pour Pasteur, en tout cas, on a aujourd'hui une évolution de l'attitude de notre pays et de nos compatriotes, de certains d'entre eux, parce que là aussi, il ne faut pas généraliser, mais certains d'entre eux sont effectivement méfiants vis-à-vis des vaccins. Comment expliquer ce basculement? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, au cours de la campagne de 2009-2010, il y a eu une série de controverses qui ont émergé et qui ont vraiment modifié radicalement et durablement les attitudes des Français par rapport à la vaccination. Donc tout ça a commencé en fait sur une critique qui était
assez légitime d'une certaine manière, qui était sur finalement la disproportion de la campagne vaccinale telle qu'elle avait été prévue par rapport finalement à ce que les Français percevaient comme étant la gravité de la maladie à l'époque. Et effectivement, la grippe H1N1 avait été à l'origine de peu de décès, finalement, pas beaucoup plus que, et peut-être moins d'ailleurs, que les grippes saisonnières habituelles. Et ça avait entraîné tout un débat sur la bonne utilisation des fonds publics. Et c'est comme ça que les choses ont un petit peu commencé. Donc il y a eu une critique sur le plan de l'utilisation des fonds publics, une critique de type économique, mais qui a été très vite suivie en fait par une autre controverse qui est extrêmement importante dans l'histoire de la vaccination, qui est la controverse autour des liens d'intérêt ou des conflits d'intérêt, si vous voulez, entre les experts médicaux qui conseillaient les gouvernements, et notamment l'OMS ou les gouvernements nationaux, et puis l'industrie pharmaceutique. Et cette controverse qui était vraiment légitime, puisqu'elle avait émergé plus tôt dans d'autres pays, elle a émergé beaucoup plus tardivement en fait en France, elle a été très vite récupérée, notamment dans les réseaux sociaux numériques qui étaient à l'époque émergents, naissants, Twitter, Facebook, tout ça, c'était commençait leur âge d'or à ce moment-là, à partir des années 2009-2010. Eh bien, on a vu une récupération, notamment par les mouvements néoconspirationnistes de la question vaccinale, qui est devenu vraiment un pilier du récit du récit conspirationniste autour des grandes questions vaccinales. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Grimaldi? Est-ce que vous avez vu parmi vos patients, par exemple, l'attitude par rapport au vaccin changer, plus de questions, plus de doutes, voire un refus des vaccins? Oui, mais ce n'est pas seulement sur les vaccins. C'est-à-dire que le doute est venu sur les traitements innovants, les médicaments, et ce qui a été dit est très juste, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une collusion d'intérêts entre experts, industrie pharmaceutique, hommes politiques. L'affaire du Mediator a montré, et là, raison, que cette collusion existait. Dans l'affaire du Mediator, c'est une affaire mafieuse. Bon. Donc ça a été quand même... Pourquoi une affaire mafieuse? Expliquez-nous. Une affaire mafieuse parce que le laboratoire Servier, en l'occurrence, a caché la nature du médicament, a nié les événements, au lieu de dire, bon, il y a un problème, je le reconnais. Et a ensuite acheté quasiment des experts, des institutions, un jeu d'influence, y compris au niveau politique, parce que c'était une industrie française qui bénéficiait d'une bienveillance, en l'occurrence coupable. Donc ça a créé un traumatisme dans la population. Et après, vous avez eu... Alors après, tous les gens se disent experts. C'est-à-dire que Irène Frachon, quand elle est arrivée sur le Mediator, elle est arrivée avec une étude. Après, les gens n'arrivent pas avec des études, ils arrivent avec des dénonciations. Alors vous avez vu là, sur les statines, médicaments qui ne servent à rien, qui... Les statines, il faut rappeler... Pour le traitement pour le cholestérol, pour un grand progrès thérapeutique pour prévenir les accidents cardiovasculaires, a été l'objet de polémiques intenses avec, y compris des gens qui étaient des scientifiques, doyens, professeurs, etc. Chacun voulu devenir Irène Frachon. Bon, alors sur tous les sujets, vous avez ça. Alors des fois, il y a un vrai problème, et des fois... Donc ça crée une défiance généralisée dont les vaccins font partie. Mais alors, ce qui est compliqué dans le cas de cette pandémie, avec une suite ininterrompue pratiquement de polémiques, la première étant avec les masques, est-ce qu'il y avait un doute sur les masques, une polémique sur les masques qui expliquerait la lenteur dont la France a souffert pour équiper sa population de masques, ou ne serait-ce qu'admettre qu'il fallait des masques? Oui, alors là, on est dans toute autre chose, c'est qu'on est rentré dans cette idée que la santé était un produit quasiment industriel comme les autres, l'hôpital, entreprise commerciale, et que devait être traité comme n'importe quelle industrie, la production automobile. Donc, il y a eu une idée générale qui est il faut du flux, pas de stock. Nous, on a vu arriver ce slogan à l'hôpital, il faut transformer l'hôpital de stock en hôpital de flux. Alors, c'était pareil pour les médicaments, pas de stock, du flux, pareil pour les masques. Donc, on a liquidé les stocks stratégiques de masques. Et puis après, on a eu un discours, et là, invraisemblable, on a eu un discours qui consiste à dire les masques, c'est inutile, alors que tous les pays asiatiques montraient que c'était utile. Mais est-ce que ça veut dire que chez les médecins, lorsque l'on évoquait l'inutilité des masques, il n'y avait pas de doute sur le fait que ceci était utile pour tous, en population générale, pas seulement pour les gens malades ou cas contact? Il y avait des doutes, mais il y avait tous nos collègues et il y avait tous les exemples asiatiques qui nous disaient mais qu'est-ce qui se passe en France pour les masques? Alors qu'on pouvait tenir un discours de vérité sur il nous en manque et donc on va les prioriser plutôt que de dire c'est inutile. En même temps, on disait, rappelez-vous, les masques sont utiles pour les patients
et pour les soignants. Mais après, on disait, il y a plein de personnes qui peuvent être contaminantes sans symptômes. Donc c'était utile aussi pour celle-là. Donc c'était utile pour la population. Jocelyn Donc, on a Rode, des discours contradictoires. Jocelyn Rode, vous qui êtes chercheur en psychologie sociale et spécialiste en prévention des maladies infectieuses, est-ce qu'il y a en France un déficit lié par exemple à l'ignorance des maladies infectieuses, puisque on cite souvent les pays asiatiques comme étant des pays qui se sont habitués à vivre avec un certain nombre de mesures propres à endiguer les maladies infectieuses? Alors, ce qui est sûr, c'est que les pays asiatiques avaient été beaucoup plus préparés en fait par la première épidémie de SARS au début des années 2000, et que d'une certaine manière, ils avaient tiré les leçons de cette émergence en se préparant davantage peut-être que les pays européens. Et on a vu quand le CoV-2 a émergé en Chine et qu'il s'est ensuite répandu dans le monde, une beaucoup plus grande impréparation en fait des pays européens d'une manière générale, mais des autres pays occidentaux aussi. C'était un petit peu la même chose en Amérique du Nord. Donc s'agissant des vaccins, il y a quand même des grandes différences aujourd'hui selon les pays européens dans les attitudes par rapport aux vaccins. On voit bien que les Anglais, qui eux-mêmes n'ont pas mis en place une politique très proactive vis-à-vis des masques, se rattrapent en fait beaucoup plus sur la vaccination que ne le font par exemple les Français, ce qui est assez intéressant en termes de différence. Et justement, cette différence, vous l'expliquez comment? Parce que là aussi, on voit que chaque pays a une stratégie par rapport au Covid-19, qui est une stratégie évidemment changeante. Il faut être, j'imagine, pragmatique en matière de politique médicale face à une pandémie de ce type. On voit par exemple en Israël, alors de nombreux commentateurs considèrent que Benjamin Netanyahou n'a pas forcément bien géré la pandémie, mais la campagne vaccinale, en tout cas pour son début, démarre bien, Jocelyn Rode. Comment explique-t-on ce type de politique sanitaire ? Oui. Alors en fait, il y a un cocktail de facteurs qui est très spécifique à la France, même si on le retrouve en partie dans d'autres pays. La première marque en fait de la situation française, c'est la faible confiance, voire la défiance dans les institutions médicales, et ça, c'est quelque chose qui est spécifiquement français. Et il y a deux autres facteurs et qu'on retrouve aussi en partie dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. C'est d'une part la politisation de la question vaccinale, qui n'existe pas forcément ailleurs en Europe, et aussi la question de la pipolisation de la question vaccinale, qui existait aux États-Unis et qu'on a vu émerger en France. Il y a beaucoup notamment de personnalités préférées des Français qui sont exprimées de manière très critique sur la vaccination ces dernières années et qui ont fait qu'on s'est installé progressivement en France à partir des années 2010-2011 le sentiment que les vaccins étaient potentiellement dangereux, qu'ils avaient des effets secondaires fréquents et sévères. Et ça, c'est un changement très important et une différence très importante avec les autres pays. Et donc, mon sentiment, c'est que la stratégie et la campagne de vaccination actuelle, elle est marquée par le sceau de cette défiance et donc elle est marquée par une extrême prudence par rapport à ce niveau de défiance qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Mais d'où ça vient, professeur Grimaldi? Parce que, bien sûr, l'histoire des vaccins, comme l'histoire d'ailleurs de n'importe quelle invention et d'invention médicale, est jalonnée de questions, de problèmes. Si on prend l'histoire de la vaccination contre la polio, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais est-ce qu'il y a des campagnes vaccinales qui ont été particulièrement terribles, riches en effets secondaires? Non, mais il y a eu effectivement des incidents, des marches arrière qui ont fait que le doute s'est instillé. Lors de la vaccination de l'hépatite B, il y a eu une campagne en disant ça donne des scléroses en plaques, ça s'avérait complètement inexact, mais c'est resté dans les têtes. Il y a ensuite cette histoire de l'aluminium qui est devenue un sujet en France. Alors c'est des sujets à chaque fois français. Même pour l'aluminium, je dirais un sujet qui s'appelle l'hôpital de Créteil. Pourquoi l'hôpital de Créteil? Parce qu'il y a un chercheur qui travaille sur la question de l'adjuvant aluminium et c'est devenu un sujet national. Donc à chaque fois, ça crée une sorte de doute. Mais alors maintenant, plus fondamentalement, on a une histoire de la médecine et des rapports de la médecine à l'État. En France, on a eu, pour des raisons historiques, une médecine libérale très anti-étatiste et du coup très anti-santé publique pendant très longtemps. Alors qu'en Angleterre, on a créé un service de santé publique. À la sortie de la guerre. Et donc, pour la médecine de proximité, très longtemps en France, le médecin était seul dans son cabinet.
ce qui ne permet pas de faire de la prévention, de la sécurité sanitaire, de l'éducation pour la santé. Donc on a cette histoire-là qui remonte à très très loin et qui continue, qui est une hostilité de l'État et de la santé publique. Mais il y a quand même un mot qui est devenu un gros mot en France, c'est celui de bureaucratie sanitaire. Est-ce que l'hôpital souffre en France de la bureaucratie sanitaire? Est-ce que c'est cela qui peut expliquer la lenteur de ce début de campagne de vaccination en France, Alors, professeur Grimmel? le paradoxe, c'est qu'il souffre des deux. Notre histoire d'hôpital, entreprise, en même temps gérée par l'État, fait qu'on a une bureaucratie administrative dans une logique commerciale. C'est un truc complètement fou. Hein. On a les inconvénients des deux. On a en France, dans les statistiques, 34% de personnel hospitalier qui relève de l'administration, 26% en Allemagne. Donc on a une espèce de suradministration qui doit gérer à la fois une contrainte budgétaire, qu'on a mis de plus en plus forte, et en même temps dans une tarification à l'activité de concurrence sur le marché de la santé. On a considéré que la santé, c'était un marché. Tout ça est complètement contradictoire avec l'idée de comment on traite une pandémie. Vous avez vu que la tarification à l'activité, l'hyper-administration a volé en éclats lors de la pandémie. Hein. Donc tout ça, on a un système qui est fait pour vendre la cataracte ambulatoire, la prothèse de hanche, la prothèse de genou, le canal carpien, qui n'est pas du tout adapté à une pandémie ou à la prévention. En prévention en France, y compris dans les chiffres de dépenses, on dépense 6%, alors qu'on devrait dépenser 10% pour la prévention. Donc ça, on traîne de manière très historique cette histoire-là. Donc c'est une bureaucratie non rationnelle. Absolument. C'est une bureaucratie coûteuse. Regardez, dans les dépenses de santé, quand on regarde le salaire des infirmières, aides-soignantes ou autres, on est dans les derniers de l'OCDE. Quand on regarde les coûts de gestion, les frais de gestion, on est très au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Donc ça veut dire que les échelons administratifs sont trop nombreux à l'hôpital. Sont à la fois, oui, ça c'est à la française. Plus coûteux, ça veut dire trop nombreux. Le millefeuille bureaucratique, la française. Moi j'ai connu 3 étapes, maintenant on est à 6. Vous avez l'unité, le service, le pôle, l'hôpital, le regroupement d'hôpital, l'assistance publique, l'ARS et le ministère. Bon, donc on empile à chaque fois des structures et parfois avec des doublons. Ce qui s'est passé d'ailleurs pour comment on gère cette pandémie, avec plein de doublons, un comité scientifique, un comité qui lui est sur la recherche et les agences de la santé publique France, les ARS. Donc et maintenant un comité de citoyens pour et maintenant un comité tenter, de citoyens dont on ne sait pas très bien ce qu'il devra faire parce qu'il n'a pas de décision à prendre. Il est seulement un comité pour faire de la pédagogie, si je comprends bien. Alors peut-être qu'il peut servir à quelque chose, Jocelyn Rode, ce comité de citoyens, pour tenter de rassurer les Français sur le caractère raisonnable de la vaccination. Oui, en fait, c'est une méthode qui est utilisée depuis longtemps. Maintenant, ça a commencé à la fin des années 90 dans les pays scandinaves pour traiter en fait les controverses technologiques. Donc, lorsque on a eu des innovations majeures dans les sciences de la vie, notamment dans les biotechnologies à partir des années 90, ça a suscité un grand nombre de questions, notamment sur le plan éthique, que finalement la démocratie représentative a eu du mal à traiter et une manière en fait d'acter en fait de cette crise d'une certaine manière de la démocratie représentative, ça a été de sélectionner, de tirer au sort des citoyens et de les faire participer à des débats et à leur permettre en fait de formuler des recommandations par rapport aux choix technologiques, aux orientations technologiques à venir. Et cette technique en fait, elle a été mobilisée, ou cette méthode, elle a été mobilisée en France assez souvent finalement ces dernières années. On l'a vu notamment lors de la conférence citoyenne sur le climat. Il y a eu également, c'est moins connu, mais en 2016, une conférence citoyenne autour de la vaccination, et c'est le moment à partir duquel en fait on a étendu la vaccination obligatoire pour les enfants en France sur la base de ce même type de procédé. Alors, c'est pas une baguette magique, c'est-à-dire que ça transforme pas de manière radicale les opinions ou les attitudes des citoyens par rapport à une technique ou une méthode, mais ça permet effectivement en partie de rassurer des citoyens qui seraient inquiets du fait que les décisions sont confisquées soit par les experts, soit par les décideurs politiques. Donc, c'est quelque chose qui est relativement courant aujourd'hui. Je suis pas sûr, par contre, que la mobilisation aujourd'hui d'un comité citoyen soit vraiment utile dans la mesure où ce que disait le professeur Grimmel est exact, on est déjà parti sur une campagne de vaccination. Peut-être qu'il aurait fallu le mettre en place beaucoup plus tôt pendant les premières phases de la gestion de la pandémie, où on aurait eu davantage besoin sans doute d'un avis citoyen sur un grand nombre de mesures de confinement, sur la disposition des masques, etc., qui auraient été extrêmement utiles à ce moment-là.
Un mot de conclusion, professeur Grimaldi. Oui, sur ça, tout à fait d'accord. Cette pandémie pose un problème aussi de démocratie sanitaire. Comment on a des différentes oppositions et positions et propositions et comment on les traite. Or là, typiquement, cette commission de citoyens, elle aurait dû être créée en juillet pour savoir comment on va gérer la vaccination. C'est pas quand on est en pleine campagne de vaccination, ils vont pas prendre aucune décision, ils vont faire aucune proposition. Donc on a aussi des leçons à tirer sur comment on peut prendre des décisions, parce que là, ce côté conseil de défense secret, et puis la parole du président qu'on attend, mais on ne sait pas ce qu'il va dire quelques heures avant, il y a un côté qui est inadapté à ce qu'est la mobilisation d'une population qui doit se mobiliser dans son ensemble pour lutter contre une pandémie. Merci à tous les deux. Merci Jocelyn Rode. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'École des hautes études en santé publique. André Grimaldi, professeur émérite au CHU de la Pitié-Salpêtrière.